Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Alexandra Tiljes, l'invitée du jour, quelques mots sur ma formation pour créer sa boutique en ligne. Beaucoup d'entre vous m'ont partagé leur souhait de se reconvertir et de lancer leur business. Vous faites des bijoux, cousez, aimez chiner en friperie et toutes vos copines souhaitent commander vos créations. Cette formation est pour vous. J'ai envie de vous aider à construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre e-shop. Je vous explique tout techniquement en créant en même temps que vous un e-shop et je vous partage mes conseils pour réaliser vos premières ventes. Toutes mes astuces qui ont fonctionné pour ma marque Claire Virose London. Cette formation est 100% débutante. Même si vous êtes nul en informatique, vous allez pouvoir créer votre site en une après-midi seulement. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairevirose.podia.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La formation est satisfaite ou remboursée, alors aucun risque à part celui de réussir. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alexandra Tiljes, fondatrice de la marque de maillots de bain Unja Paris. Unja Paris est vendu dans 25 galeries Lafayette à travers la France au BHV Printemps et leur compte Instagram totalise plus de 36 000 abonnés. Après des études à Dauphine et à l'Institut français de la mode, Alexandra effectue des stages en marketing chez les plus grands, Estée Lauder, Dior et Clarins à New York. Elle devient chef de produit marketing chez Make Up Forever où elle développe les ombres à paupières. Mais l'envie entrepreneuriale et sa fibre créative la rattrapent et elle décide de lancer Unja Paris alors qu'elle était encore salariée. Une marque de maillots féminines avec des prix accessibles qui donne l'envie de s'évader. Après un Noël en famille compliqué et la démission de son co-bureau, elle décide de sauter le pas et de devenir chef d'entreprise à temps plein. Un pari d'autant plus risqué qu'il s'est accompagné de la naissance de son premier enfant. Au-delà des paillettes et des clichés, Alexandra nous dévoile l'envers du décor. On a bien sûr évoqué sa vie à New York, le marketing dans le milieu particulier des cosmétiques, l'importance de partir avant de se sentir mal, comment lancer une boîte quand on est encore salarié à temps plein, le réseau Entreprendre, la difficulté de concilier le développement de son entreprise avec la naissance de son premier enfant, comment distribuer sa marque dans des galeries Lafayette et sa vision de l'entrepreneuriat qui est selon elle tout sauf la liberté. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandra. Bonjour Alexandra, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Claire-Vie, je suis ravie. Moi aussi, je suis vraiment ravie de te recevoir parce que vraiment c'est un parcours hyper inspirant, donc vraiment hâte d'enregistrer cet épisode avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis la créatrice de la marque de maillot de bain Unja Paris, que j'ai créée il y a maintenant bientôt 4 ans. Voilà. Et alors, donc ça a été complètement un basculement parce que est-ce que tu peux nous parler de ton premier métier et comment tu en es arrivée, tes études Alors, donc avant de lancer Anja, j'étais dans les cosmétiques, dans le côté plutôt partie marketing. Donc j'ai fait, pour revenir un peu à l'essence de mon parcours, j'ai fait Dauphine et l'IFM, donc Dauphine en master de marketing et stratégie, et j'ai fini par un master à l'IFM en management de la mode. Et j'étais toujours partie pour faire les cosmétiques. En fait, j'avais fait mon premier stage chez By Terry en stage de 3 mois à Dauphine dans les cosmétiques que j'avais adoré. Je trouvais que c'était un milieu qui était non seulement passionnant, mais hyper féminin, assez requin et matheux et analytique, et en même temps assez créatif. Donc du coup, je m'y plaisais et je me suis pas trop posé de questions. J'ai continué à faire des stages dans ce secteur-là. Donc je suis passée par Clarins en marketing opérationnel, analyse, voilà. J'ai fait Estée Lauder en trade marketing. Je suis allée chez Dior en développement de produits sur le skincare. Et ensuite, je suis retournée chez By Terry pendant 2 ans. Donc ça a été ma première vraie expérience professionnelle en tant que en CDI. Donc j'étais pendant 2 ans chez By Terry. Dans le trade marketing, enfin plutôt en commercial. En fait, l'idée était qu'on avait chacune des zones et qu'on devait développer le chiffre d'affaires de chaque zone. Donc, ça venait non seulement par les négociations de contrats et d'ouverture de points de vente, mais aussi l'animation de ces points de vente pour générer du chiffre de la vente et du coup des commandes pour faire un réassort. Donc, Et juste pour revenir pour revenir sur tes études, est-ce que tu peux nous parler de l'IFM, l'Institut français de la mode? Oui. Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse comme école?
Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Alors, l'IFM, il y a, enfin, en tout cas à mon époque, là, j'avoue que j'ai plus trop suivi où en était leur parcours, mais à mon époque, il y avait un programme management de la mode et un programme développement produit et très artistique. Donc, le côté artistique et développement produit, ça se ressemblait plus à la Saint Martin School, très, très, très créative. Et la partie management, c'était pour des personnes aussi en reconversion, qui avait fait de la finance, qui avait envie d'avoir un aspect un peu plus créatif, plus proche de la mode. Voilà. Et donc ça a été une année où on a touché un peu à tout, que ce soit en termes de tissu pour comprendre toutes les provenances des tissus, reconnaître un tissu, à une analyse stratégique d'une boîte qu'on nous dédiait. Donc nous, moi et mon groupe, mon groupe et moi, on était sur Nina Ricci. Euh, on a dû aussi à la fin de l'année aider la partie créa à créer un business plan pour les aider à monter leur marque. Donc ça a été vraiment ça a été tous les métiers de la mode et cosmétique parce que j'étais en spécialité cosmétique. J'avais fait un concours pour L'Oréal à l'époque. Donc tous les métiers autour de la mode et très orienté du coup management pour nous aider à manager une boîte entre guillemets, à comprendre un peu les chiffres. Voilà. Donc C'est ce qui te permet de te faire un réseau, d'être dans une école comme ça? objectivement, l'IFM a un réseau très très développé. Il y a des profs et des mentors qui sont très présents et j'avoue que c'est une très belle école avec beaucoup un beau carnet d'adresses. Après, voilà, on s'en sert ou on s'en sert pas en fonction de notre parcours. Mais oui, oui, c'est une belle école pour ça. Ouais. C'est Oui, une parce que je connaissais pas du tout, donc je trouvais intéressant d'en parler parce que même pour les auditeurs, voilà, ça peut être un axe pour les études ou bah, pour une reconversion, comme tu dis. Ouais. Et donc après, donc tu as fait des super stages, donc tu as été donc chez bah, surtout Clarins New York, là c'est le diable s'habille en Prada, quoi. Oui, j'avoue que Euh, là, j'ai eu de la chance de pouvoir partir à New York. En fait, comme c'est une boîte française, il laissait la chance à un ou deux postes de stagiaires sur place. Et en fait, c'est des stages à l'époque. C'était la belle époque où s'échangeaient entre copains. Donc, j'avais eu un copain qui y était, qui avait passé son poste à quelqu'un d'autre, qui me l'a repassé après. Et en fait, ça passait pas par un gros process de recrutement. Via Paris, ça allait directement sur le tableau de la directrice enfin sur le bureau de la directrice marketing à New York, donc c'était un peu plus facile. Et puis j'ai été élevée en anglais, donc j'ai un bon niveau d'anglais, donc ça c'était vraiment pas un problème. Et tes j'avoue que ça a parents été du coup sont d'origine, ils sont alors quelle mon père est belge et ma mère est moitié anglaise, moitié hollandaise et m'ont élevée en anglais en fait. Voilà. Ah Donc super. en arrivant à la maternelle, je parlais pas français. Donc voilà. Mais donc j'ai eu vraiment de la chance de partir à New York. C'était hyper intéressant et puis c'est une ville géniale. Donc c'était C'était vraiment comment top ton top. stage là-bas? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est le rêve, je pense, pour beaucoup de filles qui nous écoutent, un stage chez Clarins à New York. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment c'est, voilà, une journée là-bas, comment ça s'est passé quand t'es arrivée? Alors les Américains commencent très tôt et c'est vraiment pas un cliché. Ils traversent New York en basket et ils ont tous leurs talons sous leur bureau. Tous très bien habillés, mais avec leur basket en arrivant le matin, donc c'est assez marrant. Euh, Pas de pause déjeuner, la journée c'est vraiment très rodé. On commence vers 7h30, 8h, pas de pause déjeuner, mais par contre à 17h, tout le monde est parti parce que le dîner est à 19 et le coucher est à 21. Donc c'est un rythme qui est un peu décalé par rapport aux Français, surtout quand on est jeune et moi j'avais quel âge? J'étais en 2000, je vais avoir 22 ans. Donc c'était un peu la période de la fête, quoi. Du coup, tout était un peu en décalé. Et voilà, et une journée sinon, bah, en fait, moi j'étais en marketing opérationnel, donc c'était beaucoup d'analyse. J'ai eu accès au PNL du service marketing opérationnel, donc ça m'a permis de comprendre comment était structurée une boîte, les dépenses, le suivi des dépenses, les analyses de la concurrence avec NPD. NPD, c'est un logiciel de de veille concurrentielle sur les chiffres et les positionnements de la marque. En fait, chaque marque
contribuent chaque année financièrement à ce logiciel. Et en fait, c'est les grands magasins, les Sephora qui donnent leurs données. Et comme ça, on sait tel produit est classé numéro tant ce mois-ci. Enfin, voilà. Donc, je faisais beaucoup d'analyses Excel. Moi, j'adore Excel, c'est mon petit joujou. Donc honnêtement, je me suis éclatée. Voilà. Donc toi, ton job, c'était quoi? C'était de dire ce produit marche, donc on va mettre nos dépenses, on va investir là-dessus. C'était quoi exactement ton quotidien? Mon quotidien, c'était à peu près ça. C'était de dire, ce mois-ci, ce lancement a bien marché, comprendre pourquoi et faire le lien avec les équipes trade marketing. On a poussé ce produit dans tel endroit. Il marche bien au Grand Mag, il marche pas chez Sephora. Pourquoi il marche bien chez Macy's et pas chez Bergdorf. Pourquoi? Donc voilà, l'idée était d'aller vraiment dans les analyses chiffrées quotidiennement pour assurer un suivi parce que dans ce genre de structure, il faut avoir la visibilité sur son positionnement très très régulièrement. Donc, Et c'était comment l'ambiance? C'était plus dur qu'en France ou pas? non, je dirais pas plus dur, je dirais, enfin, non, en termes de pression de travail, franchement, c'était pas forcément plus dur. Après, ce qui était plus dur, c'est qu'en tant que Française, rentrer dans l'univers américain, se faire des copains américains, j'ai trouvé ça assez difficile. Donc, on était plus entre étrangers, expatriés, français, voilà. Donc, ça, c'était un peu dommage parce que j'aurais bien aimé me faire un groupe d'Américains, de copains américains, mais c'est vrai que c'était ça qui était le plus difficile au quotidien. Ouais, après ça c'est dans tous les pays, je pense, quand on est Oui, expat. bien Ouais. sûr. Et donc tu fais plusieurs stages, Estée Lauder, Clarins, même Dior. Et ensuite après tu fais ton premier job chez By Terry. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un peu plus de ton premier job? Comment ça se passe? Est-ce que tu es heureuse? Alors, je précise juste que chez Dior, j'étais en développement produit parce que c'est important pour la suite de mon évolution professionnelle. J'étais D'accord. en développement produit et j'ai découvert ce que c'était de choisir des couleurs de fond de teint, de BAT, de valider des textures et tout, et j'avais adoré. Bref, sujet à part. Euh, Donc là, chez By Terry, j'étais dans une équipe donc à l'export. Donc moi, j'adore. On était en contact avec l'international toute la journée. J'étais sous les hiring managers de l'Asie, Europe et États-Unis. Et là, c'est génial parce qu'en fait, on a une visibilité de nouveau sur les budgets et sur nos objectifs. Donc, on a tel objectif, on a tant de boutiques et qu'est-ce qu'on fait pour aller pousser les ventes? Qu'est-ce qu'on peut faire comme opération en trade marketing pour aller mettre des vendeurs? On avait des agents sur place pour évidemment faire la connexion parce que c'est compliqué sinon d'être en lien avec la moindre petite vendeuse au fin fond des États-Unis. Donc on avait un agent, mais voilà, c'était hyper intéressant parce qu'on avait tout de suite le rendu de l'opération, est-ce que ça marchait, pas marché, et puis on était dans une moyenne structure dans le sens où elle faisait un assez gros chiffre d'affaires, mais on n'avait pas de compte à rendre à une grosse direction comme Estée Lauder. Donc si on avait une bonne idée, qu'on travaillait avec les US parce que ça correspondait plus à la clientèle US, on pouvait la mettre en place et voir ce que ça donnait. Après, c'était de me balader un peu sur Instagram et sur Internet pour voir des nouvelles boutiques, pour essayer d'ouvrir des nouveaux comptes, pour développer le chiffre et faire des commandes. Et puis, il y avait un suivi assez concret, logistique de telle commande n'a pas été expédiée à Space NK, pourquoi tel vendeur n'est pas venu tel jour, donc on n'a pas fait le chiffre qu'on devait faire. Donc voilà, c'était de nouveau très opérationnel et très marché et terrain. Mais c'était hyper intéressant. Et puis j'adorais les pays qui m'étaient dédiés, donc j'ai pas mal voyagé. Et c'est là que j'ai compris aussi que en fait voyager sur le papier, c'est pas si fun que ça. Il y a beaucoup quand on est jeune, on se dit ah j'ai un boulot de commercial, je vais bouger. Je disais que j'allais en Suisse, en Belgique, au Luxembourg pour aller voir les points de vente, les beauty success à droite à gauche. Et en vrai, on se lève souvent tôt, on est fatigué, on est seul, on est dans un hôtel seul. C'est pas si drôle que ça en a l'air sur le papier de voyager régulièrement. Bon, après, quand on voyage aux US ou autre et qu'on est à New York, ou bon, c'est pas la même chose, mais
Mais c'est vrai que j'ai réalisé que c'était peut-être pas un métier que j'avais envie de faire, de bouger tout le temps, être souvent seule dans les aéroports, dans les réunions. Finalement, je vais à Madrid, je vois pas une once de Madrid alors que j'ai vécu là-bas, j'ai plein de potes là-bas. Bah, en fait, t'as pas le temps de les voir parce que tu prends le matin, l'avion le matin, l'avion le soir. Donc j'ai réalisé qu'en fait, l'opérationnel terrain, c'était peut-être moins ce que j'aimais faire, même si j'adorais tout ce qui était chiffres et rentabilité et optimisation de chiffre d'affaires. Et là, en fait, j'ai vu une annonce pour Make Up Forever en développement. Et on m'a demandé de faire un exercice de développement produit, une nouvelle gamme de produits pour les yeux et pour les lèvres. Et en fait, je me suis éclatée à faire des mood boards avec des couleurs improbables, plein de tissus. Je suis allée dans une sorte de rouge et éplé, à prendre plein de tissus différents, de couleurs différentes. J'ai fait des mood boards. Je me suis vraiment amusée et en fait, de fil en aiguille, bah, j'ai fini chez Make Up Forever en développement produit sur les yeux. Donc c'était déjà un peu une première reconversion en fait, parce que ça avait l'air de rien avoir quoi entre ces deux Ouais, et métiers bah, déjà. ouais, exactement, parce qu'en plus la RH de By Terry, avec qui je m'entendais très bien à l'époque, enfin que toujours, mais on a moins de contact, m'a dit que quand elle a vu mes moodboards, elle était assez étonnée parce qu'elle pensait pas que j'avais cette fibre Créative. créative en moi, mais que j'ai développée grâce à l'IFM en fait. Je pense que l'IFM est allé chercher un peu au fond de mon potentiel. D'idées, de créativité, et puis travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes profils que toi, qui sont plus ou moins créatifs, plus ou moins financiers, plus ou moins structurés. Je pense que du coup, ça te forme à pas mal de métiers différents. Donc voilà, je me suis éclatée pendant 2 ans. J'étais sur les yeux, j'étais en charge notamment un projet qui m'a pris pas mal de temps de revoir la gamme de fards à paupières chez Make Up Forever parce que c'est une marque qui est professionnelle. Donc on avait 200, je crois 250 fards à paupières ou quelque chose comme ça. Donc il y avait énormément de couleurs. Des bleus, il y en avait, je pense, 30 différents. Voilà, des marrons et des taupes, il y en avait, je pense aussi, une quarantaine différentes. Et l'idée était de rationaliser. Donc là, ça a été une partie très analytique de chaque marché, quelle couleur marchait, est-ce que cette couleur pouvait se ramener à celle-là et pourquoi elle marchait. Donc faire un lien avec beaucoup de pays, de données, de data pour essayer de rationaliser et un travail aussi avec la direction artistique pour savoir bah, pourquoi ce bleu et pourquoi pas celui-là, mais parce que ce bleu il est plus comme ça et qu'il est plus facile à porter. Donc essayer de rationaliser le côté besoin artistique des pros et besoin commercial du marché. Voilà, donc ça m'a donné aussi un peu un regard sur la couleur. Qu'est-ce qu'un beau bleu, qu'est-ce qu'un beau rouge, sur le teint, sur les yeux, sur la peau, qu'est-ce que ça donne. Et je me suis vraiment éclatée. C'était des projets sympas, une équipe trop sympa. Et en fait, chez Make Up Forever, j'ai fait partie d'une structure qu'on appelait intrapreneur. Ils les avaient appelés les bébés dragons. Et on était une vingtaine, on était par groupe de deux, trois, et on devait dire ce qu'allait être Make Up Forever en 2020. Et j'y étais en 2000, du coup, 16, 17, 16. Donc dans 4 ans, où est-ce que Make Up Forever devait être? Qu'est-ce qu'on allait faire pour faire de Make Up Forever en 2020 un carton? Et on avait vachement bossé, enfin c'était hyper sympa. Et en fait, ça m'a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat, d'un projet en interne. Euh, voilà. Et en fait, j'étais pas forcément malheureuse chez Make Up Forever. Je suis pas partie parce que ça n'allait pas et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis pas heureux, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je trouve une idée. Et au fond de moi, je pense pas que ce soit la meilleure façon de quitter son job et d'être serein sur son projet parce qu'on y attend, on met trop d'attentes sur son projet pour un changement de vie et pour être heureux et pour trouver un nouvel équilibre. J'étais fondamentalement hyper heureuse chez Make Up. J'avais une équipe trop sympa, une boss géniale, à tel point que quand je lui ai annoncé que je voulais partir pour monter ma boîte, c'est elle qui m'a soutenue et qui a fait tout pour que le départ se passe super bien. Tout le monde m'a soutenue en interne. Donc franchement, c'est une boîte canon et je pense que c'est important comme il y a une expression qui dit quitter le navire avant qu'il coule. Je dis pas que c'est pas pour comparer à Make Up Forever, c'est juste moi me dire que je suis partie au moment où j'étais encore heureuse et c'est comme Ouais. une soirée, je pars quand je m'amuse encore en fait parce que
parce qu'au moins je sais pas, j'ai cette sensation de me dire bah j'ai passé une trop bonne soirée et c'était trop cool et je pars et je vais trop bien et c'est trop bien et je suis pas en mode allez c'est relou, je suis fatiguée, on y va, fait chier, il y a pas de taxi, il y a pas de truc, comment on rentre, voilà, j'ai tendance à vouloir partir au moment où ça va pour garder un bon souvenir. Tu penses que tu as senti au fond de toi que c'était le moment de partir ou que ça t'est tombé dessus et puis tu t'es dit ah bah oui finalement c'est le destin. Et ben en fait, je l'ai déjà pas mal raconté. Mon mari est avocat à son cabinet et avait pas mal de clients qui sont encore des entrepreneurs. Et je me disais au fond de moi, ça doit être sympa en fait d'avoir son projet à soi, son bébé, son truc, ça doit être cool. J'aimerais bien tenter. Et j'avais parlé à un de ses clients qui m'avait dit, bah franchement, c'est trop cool, c'est génial. C'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que ça n'a pas de prix, quoi. C'est cool. Enfin bref. Et du coup, je m'étais dit, bah il faut que est-ce que j'ai une idée? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'avais un ami quand j'étais à New York qui montait beaucoup de boîtes, qui m'avait dit un jour, si tu veux monter ta boîte, cherche pas trop loin, essaie de trouver quelque chose qui te manque, parce que si ça te manque, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. Et j'avoue que je pense que c'est le pitch de pas mal de marques. Bah, je trouvais pas ça, alors je l'ai monté. Bah, je trouvais pas ce service. J'ai pas mal réfléchi et au départ, je voulais partir sur une marque de soutien-gorge. Je trouvais pas ce qui me plaisait, ce qu'il me fallait. Et j'ai un copain qui m'a dit, ouais, je trouve que les soutiens-gorge et les maillots de bain, ça manque. Et en fait, ça m'a un peu tapé comme une évidence. C'est vrai que les maillots de bain, à l'époque, il y avait deux, trois marques. Soit elles étaient vraiment très très chères, soit tout le monde avait le même sur la plage. Je me suis dit non mais c'est ça quoi. Faut une marque de maillot simple, élégante, que tu as envie de porter tout le temps. Et j'en parlais autour de moi à mes copines qui m'ont dit ah non mais moi je trouve pas de maillot, c'est hyper compliqué. Je trouve ça hyper difficile. Et en fait, j'ai commencé doucement à me lancer. Donc là, on était en avril 2016 et j'ai quitté Make Up Forever en avril 2017. Donc ça a mis un an à mûrir un peu en sous-marin, à travailler sur des choses qui m'amusaient parce qu'au début, on a envie de faire les choses qui nous amusent pour nous motiver. Travailler le logo, le nom, le positionnement. Moi, je viens du marketing, donc j'ai fait mes flèches prix, mon positionnement, mes 4P. Enfin, voilà, on bosse vachement sur les choses qui nous amusent et puis de fil en aiguille, ben arrivent les choses un peu plus concrètes et là on se met dedans ou on se met pas dedans quoi. C'est là où on voit la vraie motivation ou non de vouloir continuer notre projet. Donc toi tu as commencé presque par ton business plan en fait au début. Moi, j'ai commencé en fait par une analyse marketing en me disant voilà, si je monte une marque de maillot de bain, il faut qu'elle se positionne là, c'est-à-dire une marque de femme pas trop chère. Parce qu'il y avait beaucoup de marques très girly, jeunes filles qui étaient assez abordables et pas mal de marques très, très femmes à un positionnement prix très élevé. Je me suis dit, dans le secteur positionnement prix raisonnable plus très féminine, il manque une offre. Donc j'ai commencé là-dessus. Après le business plan, c'est un peu compliqué de le commencer dès maintenant. Ce que je savais, c'est que j'avais en tête un positionnement prix que je voulais pas dépasser. Donc après, c'est des calculs de rentabilité assez rapides parce qu'une fois qu'on a trouvé notre usine et qu'elle nous donne un coût, on voit vite si c'est faisable ou non. Le plus dur pour moi, ça a été de trouver une usine. Pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué. Et t'as cherché l'usine avant même d'avoir dessiné les modèles? Comment t'as fait pour faire les modèles? Non, les modèles, je les avais dessinés sur un petit carnet comme ça que j'ai retrouvé récemment. D'ailleurs, je l'ai peut-être là, je pourrais le ressortir. J'avais dessiné deux, trois modèles, mais bon, je suis ni styliste ni modéliste, donc c'était vraiment des petits coups de crayon. Et puis, j'ai commencé à chercher l'usine parce qu'en fait, en vrai, tout ça, c'est bien mignon de travailler très longtemps. Tu peux travailler un an dessus, mais si t'as pas d'usine pour t'aider à concrétiser ton projet, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai cherché des usines et ça a mis du temps. En vrai, c'est assez complexe. Je débarquais dans des salons Made in France avec une pauvre carte que j'avais faite sur, comment ça s'appelle ces trucs où tu peux faire tes cartes de visite là. Ah, Vistaprint? Ouais, exactement. J'avais fait la print, j'en avais fait 100 alors que j'ai dû en donner genre 2. Donc là, typiquement le genre de dépense qu'il ne faut pas faire au début. Enfin, ouais, il faut avoir un truc qui fait pro, mais bon, pas de là à en faire 100 quoi. Surtout que j'avais fait un logo sur PowerPoint. Enfin, vraiment, c'était ni fait ni à faire, mais bon, au moins j'avais une carte de visite.
Et voilà, on est tout petit, on n'est pas connu, personne ne fait confiance à des toutes petites structures. Et puis T'étais toute seule entièrement, du coup, à ce moment-là? j'étais toute seule chez Anja, mais je suis restée toute seule assez longtemps, hein. Ça a été un projet que j'ai monté toute seule. En fait, j'ai cru un moment à vouloir m'associer, puis je me suis dit, je trouve pas la personne, donc autant continuer toute seule. Et puis en fait, ce qui est compliqué avec mon profil, ce qui est génial, mais compliqué entre guillemets, c'est que je suis un peu un chef d'orchestre multifonction, mais que je suis très douée dans aucun domaine. C'est-à-dire que je gère bien Excel, la rentabilité, la finance, mais je vais pas non plus au fond des choses sur le moindre petite ligne de rentabilité et tout. Je sais dessiner mes maillots, mais je suis pas styliste ni modéliste. Je sais à peu près communiquer, mais je suis pas non plus une pro de la com. Enfin, donc j'ai réussi à monter ma boîte toute seule, mais c'est à un moment où ça a eu ses limites, quoi, parce qu'il me fallait des pros au-dessous de moi pour venir m'aider. Donc j'ai un profil vraiment de entre guillemets de chef d'entreprise et pas forcément de spécialiste. Donc j'ai besoin de spécialistes autour de moi pour m'aider. Mais ça m'a aidé à créer ma boîte toute seule parce que Bah oui, oui. j'avais pas un profil juste créatrice avec aucune notion des chiffres et pas non plus une super pro des chiffres et qui avait aucun sens du style et de la couleur et tout ça. Donc Oui, parce que parce que du coup, tu n'en as pas parlé, mais c'est important de le préciser, c'est que enfin, tu es fille d'artiste. J'avais oui, vu ça. ma maman est sculpteur. Ma grand-mère paternelle dessinait extrêmement bien. Et du coup, j'ai pris énormément de cours de dessin, de corps, de nu, de sculpture, et ça m'a vraiment aidé au début parce que effectivement j'avais rencontré des modélistes et des stylistes qui me demandaient un prix astronomique au début, puis je me suis dit que j'allais me débrouiller toute seule. Donc c'est vrai que ça m'a aidé d'avoir ce Ça petit t'a un peu crayon. rattrapé presque. Voilà, il y a la créativité enfin, qui est ressortie à un moment Exactement, donné. ouais. Mes gènes créatifs sont revenus Voilà. à la me courir après. Donc, Voilà. tu trouves ton usine. Donc là, j'imagine que ça doit être compliqué parce qu'ils demandent des quantités énormes. Comment tu fais au Eh ben, début? en fait, j'ai trouvé cette usine. Au départ, elle faisait partie d'une grosse usine et elle s'occupait du bain et elle a décidé de se lancer au moment où je me lançais. Donc, on a un vrai partenariat. Et elle a été, effectivement, oui, il y a des minimums de quantité, mais elle les a un peu diminués parce que c'était le début voilà. Mais on a vraiment un partenariat génial. Et puis après, bah, il faut faire confiance à son projet, hein. Si on voit petit avec des toutes petites quantités, on fait très peu de chiffre d'affaires et du coup, on n'avance pas trop. Faut avoir les moyens de ses ambitions, comme je dis. Faut se lancer, quoi. Donc, mais là, on va un peu trop vite dans le, dans le déroulement parce qu'il y a eu toute l'étape prototype. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé que j'étais en train de faire quelque chose et que est-ce que je me lançais ou pas. J'ai reçu mes premiers protos. Et je me suis vraiment dit, bon, bah alors maintenant, est-ce que je me lance ou pas? Et en vrai, au début, je m'étais dit, oh là là, est-ce que je vais sauter le grand pas de la reconversion, du changement de vie? Et puis, en fait, à force de bosser sur plein de petites choses, d'avancer petit à petit sur plein de choses, mais en fait, on a déjà un pied dans le projet. Donc, en fait, il s'agit juste de se dire, bon, est-ce que je suis prête ou non? Go. Et après, c'est parti mon kiki, quoi. Parce qu'au début, pour toi, c'était presque un amusement, quoi. Enfin, tu changeais les idées en lançant ça, mais t'étais pas certaine que ça allait. Bah, au fond de moi, j'en avais quand même envie parce que ça me titillait l'esprit enfin, ça m'intriguait. Donc, j'avais envie, en tout cas, de faire en sorte d'aller jusqu'au bout du process pour voir si j'étais prête à le faire, à sauter le pas ou non. Et puis, ben, de fil en aiguille, toute mon histoire, tout s'embriquait bien, j'avais un instinct qui me disait que bon bah c'était bien construit, bien rodé, bien ficelé, que j'étais entourée de gens qui étaient top pour m'aider. Donc les protos commençaient à rendre bien, la matière m'a plu. J'ai fait un shooting qui était beau, donc en fait tout s'est bien imbriqué et j'ai eu un bon feeling. Et puis j'ai eu deux trois événements qui m'ont un peu fait le déclic, comme on dit, un événement familial à Noël et la personne avec qui je bossais chez Make Up Forever un peu en binôme, il était sur le teint, moi j'étais sur les yeux,
c'était mon pote de chez Makeup a décidé de partir pour changer de structure. Et je me suis dit, allez, ça va être moins fun sans lui. C'est le moment de me lancer. Et donc, à la rentrée des vacances d'hiver, j'ai dit, voilà, j'ai dit à ma boss, voilà, j'aimerais partir, mais c'est pas partir pour quelqu'un d'autre, c'est partir pour moi et pour mon projet. Et en fait, son mari est entrepreneur aussi, donc ils m'ont vachement aidé. Comme je faisais partie du groupe intrapreneur, ils ont compris ma démarche, ils ont tout fait pour que ce soit facile. Et c'était d'autant plus facile que du coup, j'ai dû rester jusqu'en mai pour présenter mon projet au pays sur lequel j'avais bossé depuis 2 ans. Et du coup, en fait, j'ai fait un mi-temps, j'ai soldé tous mes congés jusqu'à cette période-là. Donc, j'étais 2 jours chez Make Up Forever et 3 jours pour moi. Donc, c'était idéal parce que je me suis pas retrouvée du jour au lendemain Ouais, toute seule assise à chez ma toi. table, voilà, toute seule chez moi. Et du coup, c'était un peu une transition hyper agréable. Et je me suis lancée sur Ulule. J'ai lancé mon Ulule 2 jours ou 3 jours avant mon mariage d'ailleurs. J'ai un Ah peu ouais. fait en même temps. Mais honnêtement, c'était un bon choix. Je le sentais bien, en fait. Je l'ai pas fait parce que c'était pas une solution exutoire pour me sentir mieux, pour avoir un meilleur équilibre de vie. C'était vraiment parce que je sentais que j'avais l'envie et le besoin de tenter cette aventure. Et puis, si ça marchait, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, je serais allée jusqu'au bout de mon histoire. C'était quoi ton événement familial à Noël? Deux décès d'affilée. Ouais, du coup, tu penses que tu t'es dit que tu étais un peu pressée par le temps, finalement, pressée de faire tes projets ou Ah, je me suis dit que, je sais la vie pas, était en trop fait, ça a courte? été, je sais pas si je me suis dit, non, pas la vie est trop courte parce que c'était des personnes qui étaient âgées et que c'était dans le cycle de la vie, mais juste, ça a été, bon, bah, voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de changer. Voilà. Et tu as été soutenue par ton entourage pour ce projet? Comment ils l'ont vécu, la naissance de ton entreprise? Alors, mes parents, au début, quand je leur ai dit que je voulais lancer une marque de maillot de bain, ils m'ont un peu regardé, what, t'es sûre? Après, j'ai eu des parents qui ont toujours été hyper présents, hyper positifs, donc enfin, ça a été juste une question de quelques jours en mode, t'es sûre de ce que tu fais? Et puis après, un soutien infaillible depuis. Mon mari, bon, qui est évidemment mon pilier numéro un, et puis mon frère et sa nana qui sont trop mignons, dont sa nana est quasiment une de mes meilleures clientes. Donc voilà, franchement, non, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai eu des parents et un entourage hyper, hyper présent. Et avant de parler donc de début vraiment où tu es totalement dans ta marque, est-ce qu'on peut parler de comment tu t'es organisée concrètement pour continuer à travailler et en même temps lancer une marque? Parce que pendant 1 an, du coup, tu as fait les deux en même temps. Euh, Oui, alors en soi, c'est pas forcément un très bon exemple, mais je le faisais entre 5 minutes de presse d'une autre de chez Makeup. Je le faisais pendant la pause déj, je le faisais un peu le soir, je le faisais quand il y avait un temps creux dans nos bureaux, parce que ça arrive, hein, on n'est pas des machines, ça arrive ouais. d'avoir des temps creux ou des moments où on a un petit coup de mou, donc je me lançais dessus. Et puis en fait, j'étais dans un métier aussi de recherche de visuels, d'inspiration. Donc en fait, tout était un peu imbriqué l'un dans l'autre, de couleurs, tout se mélangeait un petit peu. Donc la moindre inspiration de photo pour un make-up m'inspirait aussi pour Anja. Donc voilà. Et puis j'avais le soutien de mon pote qui était à côté et qui était à côté de mon ordi et qui voyait ce que je faisais. Donc on était on était soudés. Après, j'ai toujours super bien bossé. La qualité de mon travail pour Make Up Forever n'a jamais pâti à cause de ça, et c'était important. Mais dès que j'avais 5-10 minutes devant moi, je me mettais là-dessus. Ouais. Et t'as jamais eu des moments où t'es... Parce que bon, moi, je sais que personnellement, c'était un peu la même chose. J'étais avocate et en fait, du coup, j'étais passionnée par Instagram, les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, bon, c'est pareil, quand on est avocat, on a un peu des pics. Ouais. Et en fait, il y a des moments où justement, mon travail d'avocate me rattrapait un peu parce que parfois, si tu as un dossier qui est super intéressant, tu dis, ah bon, finalement, mon side project, non, vaut mieux. Tu vois ce que je Ouais, veux je vois dire? très bien. Et je sais que dans les auditeurs, c'est le cas aussi de personnes. Donc,
comment, parce que finalement, quand tu as les deux en même temps aussi, bon, moi, je sais que j'ai besoin de me mettre un peu un coup de pied aux fesses et me dire, bon, bah, cette fois, maintenant, c'est bon, tu fais que ça, quoi. Mais comment t'as fait pour justement ne pas retomber dans ton travail? Parce que tu aurais pu te dire, En vrai, mes deux travails, entre guillemets, n'étaient pas si différents que ça. ouais, c'est ça, ouais. Ça a resté dès qu'on développe un produit chez Make Up Forever, on fait une analyse marketing, du positionnement prix, de la rentabilité, du développement, quelle couleur on va faire, quel packaging, enfin, en fait, c'était les mêmes métiers, c'était juste pas le même produit. Et donc, tu termines ton job en mai 2017 et tu lances Anja, du coup, en avril 2017. Ouais. Donc juste avant. Et le premier été, il y a déjà le premier pop-up. Donc c'était Ouais. incroyable, hyper rapide. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, des débuts, de comment tu trouves tes premiers clients, comment se passe le lancement? Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai lancé sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des plateformes où on poste notre projet, on met en place notre projet, on fait des préventes euh, à des prix plus intéressants que lors du lancement. Et en fait, on met un objectif, par exemple 100 ventes. Et si les ventes sont atteintes, bah, du coup, les gens sont prélevés. Si les ventes ne sont pas atteintes, les gens sont remboursés. Donc c'est un bon moyen de tester, d'avancer, de pas avancer trop de trésorerie pour la production. Bon, alors moi je m'y suis prise un peu trop tard, donc j'ai dû lancer la production avant, donc j'ai dû avancer pas mal de frais marqués, de frais finalement. Mais c'est un bon moyen, voilà, d'avoir une grosse rentrée de cash assez rapidement, et puis de se faire connaître de gens qui sont pas forcément notre cercle très proche. Il y a pas mal de gens qui se baladent sur Ulule toute la journée pour participer à des projets qui les amusent. D'autres, comme j'avais fait une jolie vidéo, je l'avais mis sur Facebook, bah, des copines l'ont partagé, qui l'ont partagé, qui l'ont partagé, qui l'ont partagé, ce qui fait que le premier jour, les 100 premières ventes, je les ai atteints en 4 heures, et c'était quasiment que des proches ou des proches de proches. Mais tout le reste, en fait, je voyais que des noms que je connaissais pas. Donc, j'avoue qu'il y a eu une excitation assez incroyable de me dire que je touche très rapidement des gens que je connaissais, mais ni d'Ève ni d'Adam. Donc, c'était assez cool. Et ensuite, j'ai dégainé un site internet assez rapidement sur une plateforme qui s'appelait Squarespace, qui est assez pratique pour des toutes petites structures. Je suis vite passée sur Shopify, dont beaucoup d'entre nous utilisent. Et en fait, le pop-up, c'est un copain de mon frère qui a lancé son hub de pop-up. Donc, il était rue Étienne Marcel, et je l'ai partagé avec un autre copain qui avait déjà lancé sa boîte. Euh, et, euh, et j'avoue qu'en fait, être en contact avec les clients, il était plutôt bien placé. Donc, on a quand même on a chopé pas mal de gens de passage, pas juste des gens qui venaient de destinations de copains qui venaient te voir, te faire un petit coucou. On était à côté de Bureau, à côté de Another Stories, à côté de la rue Montorgueil. Donc, Ouais, Montorgueil. super quartier. Donc voilà, on avait quand même pas mal de passages, et du coup, on s'est fait connaître aussi à ce moment-là. On a eu de la jolie presse. Enfin, tout est allé assez rapidement pour des petites marques. C'est cool. Enfin, t'as le vent en poupe pendant un petit temps, donc c'est assez grisant en fait. Et puis est arrivée la fin de l'été, et puis je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est vrai que ma trésorerie était fragile, que c'était un pari risqué, mais je me suis dit, je vais faire des maillots en hiver aussi, parce que j'ai pas mal de clientes qui, à l'époque, pouvaient voyager en hiver, s'il n'y avait Ouais. pas eu le Covid cette année. Et du coup, qui voyagent en hiver. Et en fait, c'est vrai qu'en hiver, quand on veut acheter un nouveau maillot de bain, on n'en trouvait pas à l'époque. Tous les grands magasins sont passés en mode lingerie, toutes les marques passent en mode lingerie, donc les maillots à partir de août c'est fini. Et j'étais une des seules marques à proposer des maillots de bain en hiver. Donc ça a super bien marché. D'ailleurs les deux modèles, il y en a un que je refais cette année dans d'autres couleurs, enfin l'année prochaine, et l'autre c'est mon modèle iconique, c'est le vertigineux. Donc je l'ai fait. Là c'était un partie de ma deuxième collection. Ma première collection, il y a encore deux modèles qui sont iconiques en une pièce. Et d'ailleurs, les deux modèles, il y en a un que j'ai refait cette année et l'autre que je refais l'année prochaine parce qu'il marchait super bien. Donc, comme quoi, ma première collection a créé des petites pépites et des petits essentiels. Donc, Oui, c'est génial. ouais. Tu te dis que tu t'étais pas trompée, quoi. Dès le début, Ouais, t'avais vu juste. ouais, il y avait un besoin, en fait, de maillots simples, élégants, bien coupés et pas trop chers parce que c'est vrai que ça monte vite.
ça monte vite. Et ils sont de Mais ça, qualité. c'était justement exactement ma question, c'était bah, de comment tu en vis finalement entre bah, les deux étés. Enfin, du coup, t'avais quand même pas mal de clientèle finalement sur tous ouais, les gens qui partent l'été. Bah, Enfin, en vrai, alors c'est vrai que l'été, ce que je considère l'été, c'est de mars à août, enfin fin février et août. L'été représente 70% de notre chiffre et le reste 30%. donc du coup, donc là, on est en septembre 2017. Ouais, Donc là, tu fais ta première collection hiver. ouais. Donc là, top, ça marche bien. Et après, comment ça se passe? Parce que du coup, j'ai vu qu'après, tu étais incubé à Station F. C'est un peu Oui. la... Euh, alors là, donc septembre déjà, je commence à comprendre les problèmes de gestion de flux de trésorerie parce que du coup, tu dois avancer toute ta prod en amont avant de la vendre. D'autant plus maintenant que je fais des commandes en juillet, septembre pour mars de l'année d'après. Donc ma grosse saison avec les énormes quantités, je la commande en septembre au moment où il se passe le mois où il se passe rien au niveau de vente de maillots parce que septembre globalement plus personne ne part, tout le monde achète des bouquins de rentrée et donc voilà, j'ai appris en 2017 ce qu'allaient être mes problèmes de gestion de trésorerie. Et c'est vrai que je suis en fait pendant le pop-up à Étienne Marcel en juillet, euh, mon mon directeur de, de l'IFM, enfin du parcours management de l'IFM vient me voir dans le pop-up en me disant écoute Alexandra, on ouvre avec un autre programme des tables à l'IFM, est-ce que ça te dit de venir à l'IFM à Station F. Et du coup, je me suis dit, bah oui, j'ai pas de bureau. En vrai, travailler de chez moi, c'est l'enfer. Station F, c'est quand même cool. C'est pas trop loin de chez moi parce qu'avant, j'habitais à République. C'est parti. Bon, après, Station F, c'était complexe parce que c'était quand même loin. Il n'y avait pas d'espace de stockage. Heureusement, il y avait un relais de la poste dans Station F. Donc ça, c'était cool pour faire nos envois. Mais ça a été une gestion qui était hyper compliquée. Et puis, en vrai, on était des ovnis avec nos stockman, nos maillots et tout le monde était sur leurs ordinateurs à coder à Ah faire oui, c'est comme on des l'imagine alors. applications. Ouais, franchement, c'est assez geek. Et nous, on était deux nanas à faire des maillots, donc bon, c'était sympa. On a rencontré Xavier Niel, on lui a donné un maillot pour Delphine Arnaud, qui m'a envoyé un mail pour me remercier. On a fait notre petit buzz, on a rencontré des gens assez sympas, des gens qui nous aidaient et tout. Mais globalement, je me suis dit que c'était pas le lieu idéal pour bosser parce que ça vendait du rêve sur le papier, mais fondamentalement pour une marque de maillot de bain, c'était pas ce qu'il fallait. Je pensais que c'était un incubateur, en fait, que tu avais des gens qui bossaient sur ta marque, enfin, un accompagnement. Mais en fait, non, c'est plutôt des bureaux mis à disposition. En fait, oui, tu as des incubateurs, tu as un programme, tu payes un programme d'aide pour des gens, pour que des gens t'aident. Après, les programmes sont plus ou moins développés, des plus ou moins suivis. Et à l'époque, le mien, il se mettait en place et c'était pas, j'avais pas non plus un mentor régulier. J'ai rejoint le réseau Entreprendre et là, j'avoue que c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux nous parler du réseau Entreprendre, comment tu l'as Ouais, abordé? alors le réseau Entreprendre, je l'ai rejoint. J'étais enceinte jusqu'au cou, donc j'étais en décembre 2018. Et en fait, le réseau Entreprendre, c'est un immense réseau, surtout celui de Paris. En fait, il y a pas mal de points relais dans la France, mais celui de Paris est assez puissant. C'est un réseau en fait qui a été créé par Monsieur Mullier à l'époque de la crise du textile dans le Nord, et il a voulu monter un réseau pour avec des entrepreneurs et des entreprises pour générer de l'emploi. Donc du coup, en fait, le réseau t'accompagne dans ton développement, te fait un prêt d'honneur pour que tu puisses te développer et embaucher. C'est le moteur du réseau, c'est de créer des emplois. Donc ils te rencontrent, tu leur fais une présentation. Ensuite, ils te disent oui ou non si la marque est assez développée ou pas assez, s'il y a déjà une marque concurrente qui est dans le pipe, si, enfin, il y a plein de critères. Donc, c'est quand même un processus qui est hyper lourd, mais en même temps, après, c'est quand même le Graal d'être au réseau parce que
En fait, on se rend pas compte, mais quasiment, enfin, il y a beaucoup de marques, en tout cas à Paris, qui font partie du réseau, beaucoup d'entreprises hyper intéressantes qui font partie du réseau, et il suffit de mettre réseau entreprendre dans l'objet du mail pour que les personnes t'ouvrent leurs portes et te répondent dans la foulée, quoi. Et en plus de ça, donc on a un mentor dédié pendant 2 ans qui tous les mois te voit, tu te fais un coup de téléphone, c'est des gens avec des grosses expériences professionnelles, et tu fais partie d'un groupe de ta promo, et tu te vois tous les mois aussi pour faire un récap de où t'en es, ta météo, comment tu peux t'aider, t'entraider. Donc ça fait 2 ans qu'on est avec le même groupe et qu'on se fait des dîners, déjeuners. Enfin là c'est un peu des zooms du coup, mais voilà. Et ça c'est vraiment et j'ai hâte de passer de l'autre côté du coup en tant que mentor, Jury. conseiller, Ah ouais. ouais, pour aider des boîtes quand ce sera possible. Trop sympa, oui, je ne connaissais pas du tout, donc c'est chouette d'entendre comment ça peut se passer et que ça existe. Et donc, avant de parler un peu de ton organisation en tant que maman et chef Ouais. d'entreprise, est-ce que tu peux nous dire, pour terminer un peu sur voilà le business, comment, parce que ta marque est au Galeries Lafayette, Printemps, BHV, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment ça se passe? Comment on fait entrer sa marque dans des enseignes aussi prestigieuses? Alors Comment tu moi, as j'ai fait fait pour... des salons. Aujourd'hui, je saurais pas dire comment. Je pense que les acheteuses font un bon boulot maintenant via Instagram. Elles repèrent les marques via Instagram, via la presse, via les influenceuses. Enfin, elles suivent vachement parce que je pense que les salons, c'est voué avec tout ce qui se passe, les grèves, le Covid et tout. Les salons, Ouais. c'est un peu voué à mourir. Mais moi, j'ai fait des salons pendant 2 ans. Euh, Des salons où tu présentes ta marque, c'est des salons de... C'est des salons spécialisés. Moi, ça s'appelait Interfilière. J'étais dans la zone qui s'appelait Exposed, qui est une petite partie dans Interfilière et en fait qui met en avant des jeunes marques. Donc, tu payes pas le prix d'un salon comme si tu étais une grosse marque. Tu Ouais. payes le prix d'une petite marque dans ce petit salon. Et c'est vrai que ça attirait pas mal les acheteurs parce que c'était plein de nouveautés, plein de petites marques qui différenciaient un peu chaque grand magasin. Et après, bah, c'est du charme, de la négo, il faut plaire à l'acheteuse, enfin, il faut que la collection plaise à l'acheteuse, voilà. Mais bon, franchement, en vrai, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'avenir, c'est quand même le digital et les réseaux et le site internet. Il faut vraiment, conseil numéro un, c'est avoir un site internet qui dépote, quoi. Oui, parce que c'était ma question justement pour ces enseignes-là. Est-ce que leur commission est pas trop élevée finalement? Est-ce que ça reste avantageux d'exposer dans des Galeries Lafayette, Printemps? Franchement, non. Moi, je le fais parce que pendant mes pop-up, j'ai entendu beaucoup de gens dire, et sinon, vous êtes distribué dans les grands magasins et tout. Et en fait, je pense que moi, je le fais, je fais un pari sur l'image. Voilà. Ouais, Ça me c'est fait légitime. ça me fait un beau chiffre parce que c'est des grosses quantités. Donc, ça me fait un beau chiffre d'affaires. C'est pas la même marge, pas la même rentabilité. Mais ça rassure les gens, en fait. Ça rassure les clients de Ouais. dire, bah, je suis au Galeries Lafayette, je suis dans 27 galeries et je suis au Printemps Haussmann. On a failli être au bon marché, mais on n'a pas trouvé d'accord. On n'a pas trouvé d'accord, donc voilà. Mais ça rassure. Donc moi, c'est mon pari, c'est de me dire, je fais pas beaucoup de retail. J'ai deux, trois points de vente. Enfin, j'ai Galeries Lafayette et Printemps, et j'ai deux, trois points de vente à l'étranger, et après je m'arrête. Ça m'intéresse pas trop le retail. Ouais. Bah, j'imagine qu'en plus en ce moment c'est Bah là, c'est encore la mieux. preuve que pour l'instant, Oui. c'est vraiment le digital Et alors, donc tu t'es mariée en même temps que tu as lancé ta marque, tu as eu un bébé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment tu l'as vécu? Comment on fait les deux en même temps? Ton organisation? Alors, la boîte et le mariage, pour moi, ça n'a pas été un problème parce que mon mari a son cabinet aussi. Donc, pendant notre voyage de noces, lui, il bossait 4 heures par jour, moi 2. J'imagine que si on est avec quelqu'un qui a pas sa boîte, c'est des conflits parce que, attends, ça va, lâche ton ordinateur. Bah non, en fait, c'est ma boîte, je peux pas. Donc, voilà, là c'était assez facile parce qu'on était sur la même longueur d'onde et puis on bossait quand on avait envie de bosser, voilà, on se posait pas trop de questions. Par contre, l'arrivée du bébé, ça a été
ça a été un gros chamboulement en termes perso. Moi, le rôle de maman, j'ai mis du temps à le trouver, l'équilibre, la fatigue. J'étais avec mon ordinateur 14 heures après l'accouchement pour essayer de régler les problèmes. Donc, en fait, le fait de ne pas réussir à couper, de se mettre vraiment le congé maternité, en fait, c'est pas un congé, c'est vraiment un temps pour se mettre dans le rôle et rattraper l'épuisement qu'est l'accouchement et Ouais. essayer de comprendre ce nouveau rôle et de comprendre son enfant. Donc, c'est vraiment, c'est pas un congé, en fait, c'est mal nommé, je trouve. Et moi, j'en ai pas eu. Et en fait, ça a été mon erreur, je pense. Si deuxième il y aura clairement un congé au moins d'un mois pour pouvoir rattraper le sommeil, le rythme et comprendre un peu comment s'organiser. Donc ça a été un peu dur, ça a été un peu long. Maintenant, ce que je sais, c'est que je suis hyper efficace la journée et dès que je rentre chez moi, c'est même plus la peine de. Enfin, je vais plus sur mon ordi, je vais plus trop sur mon portable. Quand je suis avec lui pendant une heure, quand je rentre du bureau, bah, j'ai pas mon portable sur moi. Le week-end, j'ai quasiment pas mon portable sur moi. Je réponds vaguement à Instagram, aux commentaires, tout ça quand ça m'amuse, quand j'ai le temps, quand je suis devant la télé ou ça. Mais clairement, c'est plus un passe-temps qui m'amuse de regarder 3 mails, mais je me mets plus sur mon ordi, je suis plus avec mon portable devant mon enfant. Ouais. T'as Et les temps puis, dédiés, quoi. ouais, des temps dédiés. Et puis mine de rien, en fait, ça fait qu'on est une meilleure mère, qu'on est une meilleure chef d'entreprise, de pas tout mélanger, je trouve. Mais bon, Ouais, après, c'est parce qu'au parce que début, t'étais un peu, en fait, tu voulais tout faire, donc t'as eu du mal ah bah à. j'étais tout et j'étais n'importe quoi. En fait, j'étais ni mère ni chef d'entreprise. J'avais le cul entre deux chaises. C'était l'enfer, l'enfer. Et là, j'ai un bon équilibre. Je bosse quand j'ai envie. Après, c'est notre boîte, donc en fait, on y pense toute la journée. Comme disait mon mari il y a 2, 3 jours, on change la couche de notre fils, on pense chacun à notre comment améliorer, donc ça nous quitte jamais, mais au moins on a trouvé un bon équilibre. Comment t'as eu enfin, comment t'as réussi à reprendre le contrôle? Parce que, enfin, tu paraît que ça avait l'air d'être un peu, t'étais dépassée, quoi. Comment t'as réussi à faire le switch de dire, OK, maintenant c'est bon, je fais chaque chose en son temps. Bah, je Comment suis t'as réussi retournée au à. bureau. Je suis retournée au bureau. Mon mari prenait le relais en disant bah voilà cet après-midi c'est moi qui m'occupe de Vlad. Il s'appelle Vladimir. C'est moi qui m'occupe de Vlad. Tu vas au bureau. Et en fait de compartimenter, c'est pas je vais au bureau, c'est je bosse et je suis avec mes équipes et j'avance et ça me fait du bien et je rentre, je suis de nouveau avec mon fils et en fait petit à petit c'est de retourner au bureau qui m'a parce que bosser de chez soi avec son ordi, avec le bébé à côté, il a un reflux, Ouais. il a un truc, enfin c'est ingérable, ingérable. Enfin après moi je l'ai trouvé ça ingérable, chacun après ressent comme il veut, mais moi clairement je referai pas ce créneau-là 2 fois. Ouais. Et t'es heureuse aujourd'hui avec ta marque, chef d'entreprise, maman? Comment tu te sens? J'adore ma vie. J'adore ma vie parce on a un équilibre on a un bon équilibre, on a une team qui est géniale, on se marre tous les jours, on bosse mais on n'a pas des horaires de folie, on respecte chacune nos vies privées, nos vies perso, nos moments perso. Après, c'est pas facile tous les jours, là c'est un stress maximal. En vrai, avec ce qui se passe avec le Covid, on sait même pas si on va pouvoir partir cet hiver. Et moi, si plus personne ne peut partir cet hiver, je peux dire au revoir à mon chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, quoi. Donc globalement, c'est Mm. des stress quotidiens. C'est tout le monde dit qu'être entrepreneur, c'est être libre. C'est vraiment, mais pour moi, l'extrême opposé d'être libre. On est toujours pris dans la tête par nos projets, par nos problématiques, par les problèmes du quotidien, par des clientes qu'on dit ça et ça et tout. Alors que quand tu es employé, bah, t'as ton salaire qui tombe et puis ça dépend de ton niveau de poste. Mais globalement, quand tu rentres chez toi, tu peux faire la coupure et t'es pas stressé à la fin du mois de savoir si tu peux payer tes employés ou non, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment mais l'inverse d'être libre, d'être entrepreneur. Le seul truc dont tu es libre, c'est de ton agenda. Oui, si j'ai envie d'aller partir plus tôt, aller chercher mon fils parce que j'en ai ras-le-bol, je fais ce que je veux. Bon, c'est En cool, fait, je c'est pense vrai. que on est libre, mais on s'emprisonne en fait, Ah bah enfin complètement, volontairement quoi. Donc complètement. c'est quand même assez marrant parce que c'est sûr qu'on dépend de nous-mêmes, mais en fait justement comme On dépend de c'est nous-mêmes. nous, Ouais, bah on est complètement ouais. ouais ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que bah personne le dit en fait, que justement
on n'est pas. C'est intéressant d'avoir cette vision. Et est-ce que si tu pouvais revenir dans le passé, quel conseil tu te donnerais pour essayer de gagner du temps Alors moi, ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est au début, être radin, dans le sens où pas dépenser à droite à gauche pour rien parce que ça va très très vite et que on a des dépenses qui sont importantes, plus importantes. Donc il faut essayer de s'entourer de gens qui sont bienveillants, qui ont envie de t'aider au début, entre guillemets gratuitement, quitte à leur offrir une belle bouteille de vin ou je sais pas, s'entourer de gens bienveillants et bons. Euh, Être radin et ne pas lésiner sur la qualité des photos et enfin, en tout cas pour mon type de secteur, il y a tellement de marques qui se lancent. Si tu te loupes ton premier moyen de communication, si tu te loupes, c'est dur à rattraper, quoi. Oui, parce que toi, donc dans ce que tu disais, c'est que tu avais fait un super shooting et une super vidéo au tout Ouais, début ouais, quand tu as fait le crowdfunding et c'est ça qui a lancé. ouais. J'ai eu la chance d'avoir un copain d'une amie de ma mère, un photographe canadien qui s'appelle Pierre Chouanière, qui a été photographe pour le Elle pendant des années et tout, et qui est un excellent photographe et qui a accepté de m'aider pour ce premier shoot. Et on était dans la maison de cette copine de ma mère, on était à Taroudan au Maroc. J'avais une de mes copines qui m'a aidé à poser et tout le monde a fait ça hyper gentiment pour m'aider. Et en vrai, ça a fait un rendu mais absolument magnifique, quoi. Et je pense qu'on a qu'une prise de parole au début pour marquer les gens. Après, c'est fini. Donc, s'il y a une chose sur laquelle ne pas être radine, c'est ça. Et puis, grâce au réseau, il faut se noter, je me suis noté qu'il fallait se noter trois gros objectifs de ta marque en année 2020, 2021. Quels sont tes objectifs? Et si ce que tu fais concrètement dans la journée ne rentre pas dans un de ces objectifs, ça sert à rien, c'est du perte de temps. C'est quoi tes 3 objectifs pour 2021 pour Anja? C'est secret, c'est en interne. Et quels étaient ceux de 2020 alors? Comme ça, on voit un peu quels objectifs on peut se donner. Bah, pour 2020, en vrai, ils ont été un peu chamboulés très rapidement parce qu'on devait ouvrir une boutique à Saint-Tropez pendant 6 mois. Donc, ça a été un de nos gros objectifs de réussir cette boutique. Bah, on l'a jamais ouverte. On avait un objectif chiffré qu'on est en train d'atteindre. Donc, ça, franchement, malgré les circonstances et le contexte et tout, on a réussi à atteindre notre objectif. Donc, c'est très Incroyable, bien. ouais. Ouais. Et puis, on a fait appel à une agence de com pour à la fin 2019 parce que j'étais vraiment à bout fin 2019 avec le départ de Pauline, l'année compliquée que j'ai eue avec l'arrivée de mon fils, tout ça, j'étais pas très bien et j'étais un peu essoufflée dans le déjà de comment communiquer, quoi dire et du coup, on a fait appel à une agence qui nous a un peu repositionné la marque et qui nous a un peu donné notre fil rouge. Et du coup, un des objectifs, c'était de bien s'ancrer dans ce fil rouge. Et je pense que on y est arrivé. L'idée de faire Danja d'une marque qui vous fait vous évader de votre quotidien toute l'année, malgré le fait qu'aujourd'hui on puisse pas voyager. Et c'est un peu ce qu'on arrive à faire, que ce soit s'évader en se donnant des recettes, des bons plans, des beaux endroits, des jolies photos, ou même s'évader du quotidien en faisant rire, en faisant voilà. Donc Oui, vous êtes super actif sur Instagram parce que je suis, c'est ouais. toujours sympa à suivre. Est-ce que tu peux nous dire, donc avant-dernière question, quelle est ta vision pour Anja, voilà, plus ou moins long terme, comment tu vois ta marque? Bah, moi, j'aimerais vraiment devenir le référent du maillot de bain et du beachwear et de l'évasion. En fait, j'ai pas du tout envie de me lancer. Les gens se disent, lance-toi dans la lingerie, il y a encore des choses à faire, dans l'homme et tout ça. Et en fait, j'ai vraiment envie de rester dans le meilleur allié et le meilleur partenaire de vos évasions au quotidien. Enfin, vous partez en voyage, vous prenez votre passeport, votre portable et votre maillot Anja, et puis vous avez tout ce qu'il faut. Et en fait, d'être vraiment le partenaire heureux et parfait pour vos voyages. Donc ça, c'est un des objectifs. Et puis après, il y a des objectifs chiffrés, hein, on va pas se mentir. Et puis grossir aussi en termes d'équipe. On est en train de se structurer, de se stabiliser et du coup d'aller chercher des éléments, des bons éléments dans chaque domaine pour se structurer un peu et développer un peu le beachwear, les accessoires autour de la plage. Voilà. Et dernière question, donc c'est toujours la question que je pose à la fin, c'est quoi pour toi une reconversion réussie?
C'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Moi, je me lève tous les matins avec le smile. Voilà. Ouais, je pense que c'est pareil pour moi. Bah, c'est le plus important. Merci beaucoup Alexandra, franchement c'était super Merci, intéressant. Camille. Vraiment ravie de t'avoir reçue. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com. Si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.